Merci, bonjour à toutes et à tous. Et merci Jean-Michel pour l'invitation. J'avoue que depuis quelque temps, je suis assez... je m'auto-lasse pas mal à parler de mon travail et parler de moi, donc ça m'arrange de me focaliser plus particulièrement aujourd'hui sur un projet intitulé Ventoline. Et pour ça, j'ai essayé de revoir un peu la forme et du coup de m'auto-interviewer. C'est mon petit côté Vladimir Poutine, comme on pourrait dire. Et ça me sert aussi d'anti-sèche parce que j'ai toujours peur d'oublier des infos, sachant que c'est un projet très, très non pas complexe, mais très complet et sur lequel je pourrais déblatérer pendant des heures. Donc là, j'ai essayé vraiment de faire court, mais voilà, j'espère que je dirai l'essentiel. Donc je m'appelle Félicité Landrivon, je suis graphiste et je vis aujourd'hui à Marseille. Et j'ai initié ce projet éditorial au tout début de l'année 2020. Donc c'était évidemment une année particulière. En fait, ça s'est fait pendant le premier confinement, même si j'ai lancé la machine juste avant. Mais voilà, ça s'est fait pendant le premier confinement pour une sortie du premier numéro de Ventoline en juillet 2020. Par la suite, les numéros 2 et 3 sont sortis assez rapidement, c'est-à-dire à peu près 6 mois d'intervalle, étant donné qu'on était encore tous et toutes sur un rythme plutôt ralenti. Moi-même, je travaillais un petit peu moins, donc je pouvais me permettre d'enchaîner à ce rythme-là. Et puis à partir du numéro 4, les choses se sont corsées à nouveau. Et la fréquence de publication s'est tassée à peu près un numéro par an. Donc là, on voit les couvertures du numéro 5 et du numéro 6 qui datent du printemps 2024. Donc comme vous le voyez, déjà, un peu comme ce que montrait Pierre sur les affiches des siestes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de charte graphique, chaque couverture est différente, chaque titrage est différent. Mais bon, je reviendrai peut-être un peu là-dessus plus tard, ou si j'oublie, n'hésitez pas à me poser la question après, si ça vous intéresse. Donc si je reviens un petit peu à la genèse de tout ça, alors ce qui est important pour moi quand même de préciser, c'est que juste après le bac, et donc au tout début de mes études, après le bac, moi j'ai fait des études littéraires, je ne suis pas du tout partie en école d'art. Mais j'ai commencé à fréquenter le milieu des concerts dits alternatifs underground à Lyon. Et en fait, j'ai complètement plongé dedans à 18-19 ans pour n'en ressortir que récemment, en fait, au moment où j'ai quitté Lyon, où j'ai déménagé pour Marseille. Donc pour moi, ça a été un bouleversement en fait dans ma vie. Ça a été une découverte totale, non seulement d'une scène musicale, sachant que j'y étais présente non pas comme musicienne ou DJ ou quoi. Moi, j'ai jamais fait de musique, mais vraiment comme alors mélomane, je trouve que c'est un grand mot, mais en tout cas oreille curieuse et membre du public, et ensuite à passer de l'autre côté et à prendre part en tant que bénévole à l'organisation de concerts, puis à l'organisation de concerts, puis à programmer moi-même mes propres concerts. Donc en fait, pendant plus de 12 ans, ça a été mon école principale, même si j'ai fait 9 ans d'études par ailleurs qui m'ont pas... qui m'ont apporté plein de choses, mais disons qui m'ont pas appris à faire tout ce que je sais faire maintenant, contrairement à ce parcours parallèle-là. Donc grâce à cette introduction à la musique,
par les affiches, parce qu'en fait, j'allais au concert à cause des affiches que je voyais en parcourant les rues de ma ville, de la ville de Lyon. Donc je suis venue à la musique grâce aux affiches, mais je suis aussi venue aux affiches grâce à la musique. Donc à mon tour, rapidement, alors que j'avais juste une pratique du dessin assez inintéressante, mais bon, on était dans un esprit très DIY, du faire soi-même, de l'amateurisme et de l'échange de savoir et de savoir-faire. Donc hop, très vite, on m'a proposé de faire des affiches et j'en ai fait une sorte de sport quotidien. Donc voilà, j'ai produit des centaines d'affiches de concerts pendant toutes ces années, dont on a un tout petit aperçu ici. Ensuite, cette production d'affiches m'a amené à produire aussi un certain nombre de pochettes de disques, dont on voit ici une petite sélection. Donc en fait, à travailler avec des artistes, des groupes, des labels, des maisons de disques, notamment parce que je programmais des groupes, donc j'avais ce lien et ce réseau que je construisais, que j'ai construit assez jeune. Et puis c'était un échange en fait. Et j'ai toujours aimé cette polyvalence-là, le fait de ne pas me contenter d'un seul rôle, mais de prendre part à un peu tous les postes de cette grande chaîne-là, que ce soit négocier des cachets, choisir et faire une vraie programmation, en fait, curatée, comme on dirait aujourd'hui dans l'art. Même faire à manger, c'est comme ça que j'ai appris à faire à manger en préparant des caterings végétariens pour les artistes et pour le public. Imprimer aussi, bien sûr, que ce soit en sérigraphie, en riso. Et puis coller des affiches, etc. etc. Donc voilà, déjà ce parcours-là qui m'a assez tôt immergée et dans la musique et alors peut-être pas le graphisme parce que cette notion-là même j'y suis arrivée assez tard. Je crois que c'est qu'à l'âge de 25 ans que j'ai vraiment compris ce qu'était le métier de graphiste et que je pouvais y prétendre tout simplement. Mais cette immersion entre ces deux mondes-là qui sont aussi très, très connectés, m'ont amené à explorer d'abord ce format rectangulaire de l'affiche, ensuite le format carré et rond du disque. Et puis, au bout d'un moment, avec tout ce que j'avais vécu à travers ces différentes activités, m'est venue l'envie de créer un projet éditorial, alors qu'on pourrait appeler revue ou fanzine, c'est selon. Enfin, je pense que ça dépend de différents critères, mais pour moi, Ventoline se situe entre ces deux termes. Et donc de passer ce nouveau cap en publiant un objet qui parle de musique. Donc si je partage rapidement quelques influences, parce qu'il y en a. Un jour, on m'a demandé si j'avais en tête, en me lançant dans Ventoline, les zines Riot Girl des années 90. Et honnêtement, j'y avais jamais pensé. Je dirais que parce que déjà, c'est pas ma génération. Enfin, moi, je suis née en 89, donc en fait, Riot Girls, ça avait cours à cette époque-là. Et je crois aussi que je voulais précisément me détacher de cette espèce de nostalgie esthétique pour tout ce qui est tout ce qui a trait aux zines justement et qu'on associe un peu trop facilement au punk, au post-punk et tout ça, même si musicalement, moi je viens plutôt de là. Mais concrètement, les choses qui m'ont vraiment donné envie de faire ma propre revue, donc c'était
quand même des zines de musique et de musique punk, notamment lyonnais, comme Psychodisco. Des magazines américains aussi de punk comme Maximum Rock'n'Roll. Cela plus pour le format et le papier, l'impression noir et blanc, très brute comme ça sur papier journal, qu'on ne voit pas sur l'image en haut à droite, mais c'est vraiment l'aspect plastique de l'objet qui m'avait frappé. On a aussi des choses plus anciennes qui remontent aux années 60-70, comme le Rollers Catalogue, que je pense que tout le monde connaît aujourd'hui, ou le New Women Survival Catalogue, qui sont plutôt des archives, des almanachs, mais qui rassemblent tout un tas de savoirs, d'informations, dans une très grande générosité de forme et de contenu. Et pour finir, en publication française et plus récente, c'était l'époque où je venais de découvrir la revue Collection, qui malheureusement s'est arrêtée, mais qui m'a, je dirais, beaucoup influencé dans la manière dont il menait des entretiens et des interviews avec des artistes qui me semblaient vraiment à l'opposé des interviews hyper bateaux et consensuelles qu'on peut lire dans la presse culturelle maintenant. Et je trouvais que c'était à chaque fois très bien amené et vraiment hyper intéressant et intelligent à lire. C'était le moment où je découvrais aussi une revue qui, elle aussi, je crois, est au point mort. Enfin, en tout cas, c'était son dernier numéro, c'était l'incroyable, mené par Clotilde Vianney, qui est une revue qui s'intéresse surtout à l'enfance et à la jeunesse d'un ou d'une artiste et comment ses goûts et ses rencontres et ses dégoûts aussi à force ont pu façonner sa personnalité, son art, etc. Et pour moi, ça me semblait fondamental aussi de s'intéresser à la jeunesse, parce que je pense que toutes et toutes, on a écouté de la musique dans notre jeunesse, et je pense souvent au fait que je sais pas, du fait de nos sensibilités, mais aussi de nos parcours, je sais pas, nos frères et sœurs, nos amis, on est tous un peu rentrés dans une case à un moment à écouter soit du rap, soit du rock, soit de la pop, soit de la techno, et voir comment ensuite on a mené nos trajectoires en restant hyper fidèles à un style, ou au contraire à élargir notre spectre et à bousculer un peu nos repères dans la musique. Et je pouvais pas ne pas citer Audimat, qui était une grande référence pour moi. Bon, évidemment, je les ai jamais tous lus. Je pense que les gens aiment bien aussi exhiber un peu leur collection d'Audimat, mais je suis pas sûre que tout le monde ait tout lu, parce que c'est un peu cool aussi comme objet maintenant à collectionner. Mais évidemment, le parti pris éditorial, le fait de ne pas coller à l'actualité et d'être attaché à l'éclectisme en fait des sujets abordés et des registres. Voilà, moi ça m'a planté comme ça une petite graine dans ma tête. Il y a les influences, et puis il y a les contre-exemples. Enfin, je sais pas. En gros, je suis quelqu'un de très réactif aussi, de limite rageuse. Donc, si je fais les choses aussi, c'est parce que plein de choses m'énervent, voire m'exaspèrent. Et donc, pour moi, oui, j'ai mis une grosse croix, parce que s'il y a des petits malins qui se mettent à faire des photos de ma conférence alors que je montre une couverture de Gonzaï et ensuite la diffuser en story, il y aurait peut-être ambiguïté, donc voilà. Non, mais c'était vraiment... J'arrivais là aussi à un moment où je lisais de la presse spécialisée, musicale, mais je me sentais extrêmement frustrée de ce que je voyais, et j'étais aussi fatiguée, alors soit de
soit de magazines devenus vraiment très consensuels à mes yeux en termes d'artistes mis en avant et aussi en termes d'écriture, soit de magazines qui adoptaient des postures plus provoques, entre guillemets, mais qui pour moi juste cultivaient une culture très beauf en fait. Et enfin voilà, pour moi, ça reste toujours un moteur pour passer à l'action. Donc, comme le résumait Étienne Menu, qui est un des cofondateurs de la revue Audimat, à l'occasion d'un article qu'il a publié quelques mois après la sortie de Ventoline 1. Ventoline était donc un fanzine qui disait non à la critique musicale phallocrate. Alors pourquoi dire non à la critique musicale phallocrate ? Effectivement, moi je faisais le constat, alors non seulement dans la presse, mais aussi dans des situations sociales, en fait, dans des concerts, des festivals, voire même des apéros, que les seules personnes qui discutaient entre elles de musique, c'était les hommes, et que des hommes, mais qui en plus se renvoyaient la balle entre eux, c'est-à-dire qu'ils n'invitaient jamais une autre femme à participer à la conversation. Au mieux, elle pouvait juste écouter. J'ai eu aussi ce déclic quand je voyais... Ces attitudes-là se reproduisaient aussi sur les réseaux sociaux, où je voyais... il y avait une espèce de jeu où il fallait se taguer, citer une pochette de disque culte et retaguer d'autres amis pour créer une chaîne comme ça. Et moi, ça me faisait vraiment péter un câble de voir que c'était que des hommes qui jouaient à ça entre eux, et à me dire, mais en fait, je connais plein de musiciennes, j'ai plein d'amis qui organisent des concerts, qui gèrent des labels ou qui sont juste mélomanes et qu'on n'entend jamais s'exprimer à ce sujet. Donc voilà, j'avais 3 entrées en fait pour faire une publication. J'avais l'entrée musicale, déjà parce que moi-même j'avais cette expérience-là et toutes ces histoires à raconter à travers les concerts auxquels j'avais assisté, ou j'avais organisé, ou les rencontres que j'avais faites, et puis aussi simplement la musique que j'aime et que je voudrais partager, faire connaître, etc. Il y avait la dimension graphique parce que en tant que... Pardon, je passe à la question suivante juste après. Parce qu'en tant qu'affichiste, en fait, au bout d'un moment, je me sentais assez enfermée dans ce médium parce qu'on me sollicitait que pour de l'affiche, ce qui est très bien quand même, je m'en plains pas, mais moi, je tourne vite en rond et j'ai, faute d'invitation à travailler davantage la typographie ou la mise en page, j'ai créé moi-même cette occasion à travers ce projet-là. Ce qui, je pense, s'inscrit de toute manière dans toute cette tradition aussi des graphistes, éditeurs, éditrices qui, pour aussi se sortir de la commande, initient leur propre projet et s'auto-publient, éditent. Et puis voilà, il y avait cette dimension féministe qui m'a poussée à faire ce choix pas si radical, mais auquel j'aurais pas forcément pensé avant, qui était de ne faire appel qu'à des femmes pour contribuer à cette revue. Donc je passe rapidement sur le nom peut-être, parce que c'est toujours difficile de trouver un nom. Parce qu'un nom, ça reste, alors faut pas... faut en être content, quoi. Faut pas avoir envie de le changer au bout de 6 mois. Donc, pourquoi Ventoline ? Je pense que vous connaissez la ventoline. C'est un médicament pour les asthmatiques, pour reprendre un peu sa respiration. C'est évidemment une métaphore aussi pour moi. Le fait d'apporter un peu d'oxygène, de renouveler l'air dans tout ce monde phallocentré, comme dirait Étienne, de la critique musicale. Ça permettait aussi de filer la métaphore avec le souffle aussi qui est nécessaire quand on est musicien, musicienne,
ou chanteuse, chanteur, et ainsi de suite. Je cherchais aussi absolument un nom à consonance féminine, mais qui n'ait pas de signification liée justement à l'univers féminin, mais qui soit plutôt un clin d'œil aux héroïnes de bande dessinée de mon enfance, parce que je suis aussi quelqu'un qui est très attaché à la bande dessinée. Donc voilà, c'était un gros cahier des charges comme ça que je m'étais fixé, et finalement je suis très contente de ce nom. Pour une fois, je n'ai pas envie de le changer, tout va bien. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un autre clin d'œil à la programmation de la Biennale et à mon amie Hélène Marian, à qui j'avais demandé pour le 3e numéro de me dessiner un lettrage de couverture que j'adore et dont j'avais fait des t-shirts aussi à l'époque. Voilà. Malheureusement, Hélène n'est pas parmi nous, elle a la chance d'être au Japon, mais je la salue. Donc voilà, si il fallait que je revienne quand même un petit peu sur tout simplement comment on fait une revue maintenant sur la musique, ou on écrit sur la musique quand on n'est soi-même pas professionnel de l'écriture. Ce qui est vraiment mon but, c'est-à-dire que j'aurais pu faire appel à des journalistes, des chercheuses, des techniciennes, des théoriciennes, mais ça ne m'intéressait pas. Ce que je voulais aller chercher, c'était justement une parole qu'on n'entend pas ordinairement, une parole peut-être aussi moins formatée. Et tout ça a été très bien résumé dans le tout premier numéro par une amie qui s'appelle Leslie Chanel, qui était musicienne à l'époque, même si elle a arrêté de jouer, et qui gérait un label en Rhône-Alpes qui s'appelle toujours AB Records. Et en fait, sans que je lui ai demandé, elle en a parlé très spontanément et très bien du fait que en tant que femme, déjà, on se sente jamais légitime à parler de musique. Donc j'aime bien montrer en premier cette double page, parce qu'on a à la fois le texte de Leslie qui est une forme d'édito involontaire, et à gauche une planche de Camille Pott, qui est quelqu'un avec qui je suis restée assez liée, et qui visuellement... Alors Camille Pott, c'est une dessinatrice, autrice BD, et voilà, dont j'adore le travail et le dessin, qui est là aussi très sonore et très, très, très expressif. Et voilà, je trouve que cette double page, déjà, dès le premier numéro, elle donne le ton. Et oui, pour la petite anecdote, quelques numéros plus tard, en fait, le texte de Leslie, justement, malgré tout ce dont elle parle, donc ce manque de confiance, ce sentiment d'illégitimité, il a été justement cité dans une petite bande dessinée de Mona Granjon qui parle de la découverte musicale qu'elle a faite grâce à elle. Et donc voilà, je trouvais que c'était une jolie boucle à citer. Et donc ce strip a été publié après dans Ventoline 4, je crois. Donc comment on parle de musique, en tout cas dans Ventoline? Déjà, il y a plein de formes et de registres possibles. Donc on a l'interview, on a des rubriques plus ou moins insolites, que ce soit je sais pas, des rubriques nécrologiques, des recettes, il y a de la bande dessinée. Ça m'arrive aussi parfois d'exhumer des articles de vieux magazines féministes et de les traduire pour continuer à les diffuser. Là, par exemple, c'était un article sur les femmes DJ et passeuses de disques dans la scène reggae à Londres dans les années 80. Il y a des textes plus engagés, enfin plutôt critiques. Alors, j'avais dit manifeste, mais apparemment les autrices n'étaient pas d'accord avec ce terme. En tout cas, il y a des textes, disons, qui abordent des questions plus de fond. Et parfois, à l'inverse, il n'y a pas de texte et c'est juste des essais graphiques
Là, par exemple, on a Sarah Vadé et Catherine Guiral qui ont produit un essai graphique autour de l'exotisme dans les pochettes de disques. Donc voilà. Souvent, on me demande s'il y a un thème ou un sous-thème pour chaque numéro. Et en fait, d'emblée, j'ai décidé que non, parce qu'au départ, je trouvais ça enfermant. Alors qu'avec le temps, j'ai réalisé que ça pouvait au contraire être un cadre plutôt salvateur quand j'ai des invités qui sont pas inspirés, qui savent pas quoi faire. Mais bon, comme dès le départ, j'ai pas fixé de thème, je continue à faire comme ça. Simplement, je m'efforce de composer à chaque fois des sommaires qui soient équilibrés, variés en termes de style musical, de ton, de point de vue, de région géographique aussi, parce que c'est quelque chose qui me travaille de plus en plus, c'est-à-dire de ne pas être occidentalo-centrée. Et enfin, je veux dire, moi-même, je suis française, j'ai grandi dans une culture française et j'aurais tendance à parler essentiellement de musique produite en Occident. Or, en fait, il y a aussi beaucoup de choses que j'écoute qui viennent d'ailleurs. Et voilà, je trouve ça important de ne pas s'oublier à ce niveau-là. Ouais, j'accélère. Ah, ok. Bon, bah, j'ai pas du tout. Ok. Bon, bah, j'ai encore combien de temps? 2 minutes? Ouais. Désolée, je m'étais pas du tout chronométrée. Bon, bref, vous avez compris le topo. Qui compose la ventosphère? J'aime bien dire ventosphère parce qu'il n'y a pas que les fachos qui ont leur sphère. Donc, bon, je vais pas tout lire, mais comme vous voyez, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont participé. Je crois qu'il y en a près de 70. Donc, des DJ plus ou moins reconnus, des dessinatrices ou des graphistes. J'ai même interviewé ma propre cousine. Des musiciennes confirmées, une prof d'SVT qui est aussi DJ le week-end, une petite fille de 5 ans qui fait des zines avec son papa et qui s'appelle Olga. Et là, voilà, j'ai mise parce que c'est une des exceptions, Marie Clock, qui est journaliste, mais à qui, là, pour le coup, j'ai demandé de produire un texte très personnel sur son expérience comme pianiste. Voilà. Et une petite dédicace aussi. Alors, c'est un projet que je mène et que je coordonne seule, en fait. C'est un choix que j'ai fait, pareil, au tout début, pour tout un tas de raisons. Et je continue à le mener seule, mais j'ai quand même une aide indispensable qui vient de mes amis Sophie et Anouk. En fait, au niveau de la relecture, parce que je peux pas, c'est quelque chose que je peux pas faire seule. Je peux gérer tout le reste, l'éditorial, la mise en page, la diffusion, la distribution, mais la relecture, c'est quand même hyper important. Il y a un bout d'un moment, il faut poser son cerveau. Voilà. Après, je peux rentrer dans des détails plus concrets d'impression et de diffusion. Ça, c'est juste un petit schéma aussi, je pense, qui synthétise bien le projet et qui justifie le fait qu'on soit passé d'un zine de 300 exemplaires à une revue tirée à 2000 exemplaires aujourd'hui et imprimée d'ailleurs à Chaumont, chez Roto Champagne, qu'on salue également, et que je remercie de ne jamais avoir fait gonfler la note en 3 ans. Voilà, je peux m'arrêter là peut-être, et après, si vous avez des questions, je pourrais aussi montrer d'autres choses. Voilà. Mais c'est cool d'avoir débordé vu que tu faisais toi-même tes questions. Donc on va dire qu'on en retire deux au public et c'est bien aussi. Quelqu'un aurait-il une question, un rebond, une envie de signifier quelque chose? Mais c'est que tout était clair. Non? Tu veux dire encore un truc du coup? Je peux faire une petite annonce? Ouais.
Non, je voulais passer. Bon, après, les rencontres, c'était pas indispensable. Après, je peux en parler individuellement, en aparté. Ça aussi, c'est un projet, c'est une dérivation en fait du fanzine Ventoline, c'est-à-dire que avec toutes les rencontres que ça a occasionné, les rencontres personnelles, moi, ça a été aussi une vraie rencontre avec l'édition, donc ça m'a donné envie aussi de publier des petits livres ou des monographies de musiciennes et d'artistes qui font de l'image et qui ont été dans Ventoline, mais dont je voudrais être dédié, voilà, un vrai bouquin. Donc c'était le cas avec Cassidy McGinley qui faisait, comme on voit ici, des pochettes de disques, des affiches dans un style très gothique que j'adore et que j'ai interviewé dans le numéro 5, ou Sarah Louise Barbette qui avait fait un fan art dans le premier numéro et qui m'avait aussi renvoyé ce dessin que j'adore, qui est un petite dédicace à nos amis les ingé-sons. Donc voilà, bon, je passe rapidement parce que c'est rentré trop deep dans le sujet. Aujourd'hui, où en est Ventoline, le 6e numéro est sorti il y a 1 an. J'ai eu un petit contretemps. Du coup, j'ai dû faire une pause et j'ai ralenti tous mes projets. Mais là, je travaille enfin à la préparation du numéro 7. Enfin, j'ai à peine relancé la machine. Où est-ce qu'on peut trouver Ventoline ? Parce que bon, c'est aussi la question. Je suis là pour vendre ma camelote. Donc, j'ai un site où on peut commander en ligne. Alors, je suis pas très assidue dans les envois. Donc, je fais des envois à raison de 2 fois par mois. Mais ça finit par arriver. Si vous êtes à l'étranger aussi, je ferai une annonce, mais je vous incite à commander dans le courant du mois de juin, parce que malheureusement, notre cher tarif livret brochure va s'éteindre au 1er juillet, et donc ça coûtera beaucoup plus cher. En fait, ça coûtera le prix, plus du prix du fanzine, de l'envoyer. Enfin voilà, vous avez compris. À une époque, je faisais une liste à peu près exhaustive des libraires et des disquaires qui diffusaient Ventoline, mais là, j'ai complètement lâché l'affaire. Donc, mais ça fait du monde. Donc, si vous voulez vous le procurer, vous pouvez aussi vous rapprocher de votre libraire. Et vraiment, pour terminer, Jean-Michel, et après, je me tais. Demain, ça fait une petite introduction du coup. Demain, à l'entrée du Cygne, au niveau de l'accueil et du café, se tiendra un mini salon d'édition avec édition matière, édition du livre, édition biceps, Quintal, édition 205. Et Louise Graphic Matter, et donc Ventoline, que vous pourrez vous procurer et feuilleter si cela vous intéresse. Voilà, merci beaucoup. Merci.